Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale et conférencière, autrice du blog Est-ce comme c'est et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Sur ce podcast, pas de méthode idéale à suivre à la lettre, mais des outils, des perspectives qui tiennent compte de votre réalité et vous aident, sans vous culpabiliser, à aborder les défis parentaux que vous allez rencontrer avec plus de confiance et plus de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Aujourd'hui, je vous propose un avis lecture un petit peu particulier. Contrairement aux avis lecture précédents où je me contentais de donner mon opinion sur un livre, ici je vais aller un petit peu plus loin. Je vais non seulement vous donner mon avis sur le livre, mais surtout développer certains constats tirés du livre qui me semblent particulièrement intéressants et pertinents à explorer. Donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule The Evolution of Family Patterns and Indirect Therapy with Adolescents, écrit par Emanuela Gianotti et Giorgio Nardone et d'autres thérapeutes. Ce qui rend justement ce livre particulièrement riche, c'est qu'il ne se limite pas à la théorie, il repose en fait sur l'observation, l'analyse de centaines, voire de milliers de cas cliniques issus du travail de plusieurs thérapeutes qui pratique l'approche systémique et interactionnelle de Palo Alto, la même que celle que je pratique. Donc, autrement dit, c'est un retour d'expérience assez massif sur ce qui est observé aujourd'hui dans les relations parents-enfants et dans l'accompagnement des adolescents et les conséquences que ça peut avoir sur les problématiques rencontrées par les adolescents. Donc, si vous êtes professionnel et que vous travaillez avec des familles, des parents et ou des adolescents, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Petit point pratique avant d'aller plus loin. Ce livre est en anglais et, sauf erreur de ma part, il n'a pas été traduit. Mais si vous avez un niveau d'anglais relativement correct, normalement, il est tout à fait accessible. Il vous permettra non seulement de découvrir par vous-même les constats qui ont été faits par ces thérapeutes, mais aussi peut-être de vous initier, de voir un peu mieux comment fonctionne justement le modèle de Palo Alto, si vous ne le connaissez pas encore bien, et ça peut être hyper intéressant. Alors, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode ? D'abord, je vais vous parler du concept de thérapie indirecte, parce que c'est un concept qui n'est pas forcément familier à tout le monde. C'est un concept central du livre, mais c'est aussi, comme je l'ai déjà dit, un pilier du modèle de Palo Alto. Donc, je vous expliquerai en quoi ça consiste, l'approche indirecte, et surtout pourquoi c'est hyper efficace, pas seulement avec des ados, mais dans de nombreuses autres situations relationnelles, même si là, je vais me concentrer sur les relations parents-enfants. Et après, j'explorerai avec vous les constats, notamment le constat principal que font le livre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça correspond vraiment exactement à ce que moi-même j'observe dans ma pratique depuis 15 ans. Alors bien sûr, mon expérience est bien moins étendue, bien moins riche que celle de plusieurs dizaines de thérapeutes, mais quand même, j'ai pu observer des tendances tout à fait similaires. Et donc ces observations, elles sont pertinentes pour les professionnels qui accompagnent les familles, mais elles peuvent évidemment aussi intéresser les parents parce qu'elles mettent en lumière certains mécanismes que j'ai déjà évoqués dans d'autres épisodes du podcast. Donc vous trouverez en lien dans la description de l'épisode à la fois les références du livre, mais aussi des ressources pour approfondir le sujet sous d'autres angles. Alors, allons-y. D'abord, c'est quoi la thérapie indirecte ? La thérapie indirecte, ça consiste à ne pas travailler directement, ou pas seulement, avec la personne qui présente des comportements problématiques ou des difficultés, mais à travailler avec son entourage. Donc, dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent, ça signifie travailler avec ses parents. Donc là, peut-être que votre première réaction, c'est de vous dire « mais c'est horriblement culpabilisant, ça veut dire que ce sont les parents qui sont la cause des problèmes de leurs enfants ». Eh bien, pas du tout. Alors, d'abord parce que il arrive évidemment très souvent que les parents ne soient absolument pas en cause dans les difficultés rencontrées par leurs enfants, mais que tout simplement ils veuillent les aider.
c'est très difficile pour un parent d'être laissé à l'écart du processus thérapeutique. Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant mon enfant, mon ado est accompagné par l'un ou l'autre professionnel, mais moi, on ne me reçoit pas, je me sens démunie, je ne sais pas quoi faire quand des crises ou quand les comportements problématiques se manifestent. Je suis là à attendre que les choses changent sans savoir quand et comment elles vont changer. C'est assez douloureux pour les parents parce que vraiment, ils sont motivés, ils ont envie. Et donc, ça crée aussi de la souffrance chez eux de se sentir démunis et impuissants face aux difficultés de leur enfant. Donc, les parents sont une ressource hyper précieuse. En plus, donc, ce qu'on dit nous souvent, c'est que même si les parents ne sont pas à l'origine du problème, ne sont pas la cause du problème, ils font partie de la solution. Ils en font, alors non seulement c'est plus satisfaisant, c'est moins stressant pour eux de sentir qu'ils sont actifs dans la résolution du problème de leurs enfants, mais surtout parce que ils sont aussi présents auprès de leurs enfants beaucoup plus souvent qu'un thérapeute qui est là une fois par semaine, une fois tous les 15 jours au mieux, et qui va avoir des interventions très ponctuelles. Les parents, ils peuvent énormément renforcer les directions thérapeutiques qui sont prises si l'enfant est accompagné par ailleurs. Et il y a encore une dernière chose qui fait que travailler avec les parents est extrêmement efficace. Et c'est là où on peut rejoindre le thème « les parents sont responsables, sont la cause du problème de leurs enfants », mais vous verrez que c'est pas ce que je dis. Nos comportements, ils ont en général 2 dimensions et les comportements des enfants ou des ados ne font pas exception. Alors, qu'est-ce que j'appelle 2 dimensions ? Il y a une part qui est personnelle, qui est liée au tempérament de l'enfant ou de la personne, à ses compétences, ce que vous voulez, mais vraiment quelque chose qui est intrinsèque, qui est personnel. Et il y a une part interactionnelle, réactionnelle, qui est en fait la part du comportement qui est une réaction au comportement de l'entourage. Autrement dit, un parent peut évidemment ne pas être à l'origine du problème, mais la manière dont il réagit peut involontairement entretenir une réaction qui entretient le problème. Donc en fait, sans s'en rendre compte, même avec de bonnes intentions, les attitudes problématiques d'un enfant peuvent être renforcées par la réponse des parents. Si je prends un exemple concret, vous avez un ado qui refuse de travailler à l'école. Les parents sont inquiets, ils passent leur temps à lui rappeler qu'il doit faire ses devoirs, ils lui répètent qu'il risque de rater son année, que c'est important pour son avenir, etc., etc. Et ça paraît tout à fait logique, bien intentionné et adapté, et ça peut fonctionner, je me permets de le préciser, mais en fait, il y a un risque que l'enfant reçoive un message implicite qui est « mes parents pensent que je suis trop bête pour me rendre compte que c'est important de travailler, me prennent pour un débile ». Résultat, l'ado va réagir à ce message implicite négatif, non pas en se mettant au boulot, ce qui serait une confirmation de « tu es débile », mais en résistant, en s'opposant. Et donc, pour prouver, il ne veut pas prouver qu'il est bête, il veut prouver qu'il est compétent, et pour ça, il résiste. Ça paraît bizarre, mais c'est souvent ce qu'on peut observer. Et donc, en fait, si on ne modifie pas l'attitude des parents, aller voir un psy ne va rien changer. Si on envoie l'ado voir un psy, il va sûrement dire « en fait, c'est mes parents qui me prennent pour un débile, qui ne me font pas confiance », si le psy ou l'accompagnant, l'intervenant lui dit « bah oui, mais quand même, la même chose que les parents, c'est important de travailler, etc. » ce serait plus raisonnable. Il va juste cataloguer l'intervenant en question comme étant un adulte de plus qui lui dit la même chose que tous les autres adultes et il risque de rester sur la même position. Par contre, si on modifie la posture des parents, on va modifier la dynamique. Et avec des approches indirectes, on va pouvoir à la fois agir sur ce qui peut réellement être changé, ce sur quoi les parents ont du contrôle, la manière dont eux, ils agissent, ils interagissent. On va créer un environnement qui va permettre à l'ado de réagir différemment
Et je vais détailler ça. Et puis, on va aussi réduire l'épuisement parental, le sentiment d'impuissance, parce que on va apaiser les tensions et on va pouvoir voir apparaître des choses plus efficaces. Alors, je me permets créer un environnement qui permet à l'ado de réagir différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous vous souvenez, il y a deux parties. La partie personnelle, individuelle et la partie interactionnelle. Quand je change la partie interactionnelle, réactionnelle du comportement de l'enfant, je change ma propre réaction, je vais voir apparaître des changements. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Dans l'immense majorité des cas, en tout cas dans mes accompagnements, le comportement de l'enfant change quasiment en intégralité, le problème disparaît. Donc là, on peut se dire, le comportement problématique était le résultat d'une réaction au comportement des parents, et l'enfant, intrinsèquement, n'a pas de difficulté particulière, n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de changer. Parfois, le comportement change seulement en partie. Soit on va arriver à une situation où le comportement résiduel est certes pas idéal, mais supportable pour les parents, et on va laisser tomber. Ça évite aussi de pathologiser l'ado en disant « c'est toi qui as un problème, c'est toi qui dois te faire suivre, qui dois changer, etc. » On fait avec. Soit on arrive à un niveau qui n'est pas supportable par les parents, et dans ce cas-là, ça fait généralement émerger une demande d'aide de l'enfant, parce que comme il n'y a plus le truc qui le pousse à s'opposer à la manière de réagir de ses parents, il peut se rendre compte par lui-même plus facilement de ses difficultés. Donc c'est vraiment pour ça que l'approche indirecte est particulièrement efficace dans les accompagnements d'enfants ou d'adolescents, et que moi j'irais même jusqu'à préconiser de commencer par une approche indirecte des parents, avec les parents, avant d'en aller à l'accompagnement d'un enfant ou d'un ado, sauf si évidemment cet enfant ou cet ado est clairement, explicitement et ouvertement demandeur d'une aide. Et je le précise ici, quand bien même ils sont clairement explicitement demandeurs d'une aide, ça peut toujours être utile pour les parents de vérifier qu'il n'y a rien dans leur réponse aux difficultés de leur enfant qui vient entretenir, maintenir le problème. Parce que ça pourrait contrebalancer les efforts que peut faire l'enfant par ailleurs. Maintenant que j'ai posé ces bases, je vais vous partager plus spécifiquement les constats qui sont faits dans le livre, et notamment un constat hyper important, dont j'ai un petit peu parlé déjà dans l'épisode « L'attention aux émotions est-elle une ultra-solution ?» Donc, comme je l'ai dit en introduction, Emanuela Gianotti et Giorgio Nardone, ils s'appuient sur des centaines, voire des milliers de cas cliniques pour analyser l'évolution des problématiques adolescentes. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, le problème principal, c'était plutôt le manque affectif, et je vais détailler. Et aujourd'hui, le problème principal est plutôt lié à la surprotection. Il y a encore quelques décennies, les adolescents étaient confrontés à ce qu'on pourrait qualifier de déficit d'attention, d'affection de la part de leurs parents. Le modèle éducatif dominant était plutôt basé sur l'autorité, avec une certaine distance émotionnelle assez marquée entre les adultes et les enfants. Et les conséquences principales de ça, c'était souvent un besoin de reconnaissance d'appartenance en dehors de la famille et majoritairement des conduites rebelles face à l'autorité parentale qui était perçue comme rigide, comme injuste, et une forme de distance émotionnelle avec les parents. Et puis, une des autres conséquences, c'était un développement plus rapide de l'autonomie, souvent par nécessité, souvent en marche forcée, et qui pouvait laisser aux enfants un certain sentiment d'insécurité, voire d'abandon, qui était difficile à vivre. Et au début de ma carrière, il y a encore 15 ans, je rencontrais régulièrement dans mes accompagnements des situations où les difficultés rencontrées par les parents ressemblaient à celle-ci, c'est-à-dire les conséquences d'une forme de négation des émotions, donc des enfants qui pouvaient déborder émotionnellement parce qu'ils ne se sentaient pas accompagnés, aidés, des demandes du type « bon, mais là, maintenant, quand même, faut qu'il obéisse, et allez, hop, hop, hop ».
Mais aujourd'hui, depuis déjà quelques années, j'observe en effet tout à fait l'inverse, exactement ce qui est décrit dans le livre, c'est-à-dire un environnement familial où les parents sont extrêmement présents, investis dans la vie de leurs enfants, avec une tendance dominante qui va plutôt vers la protection, la volonté de prévenir les souffrances, de garantir le bien-être, d'éviter les choses douloureuses, difficiles, vraiment de montrer à l'enfant qu'il est dans un contexte sécure, que ses parents sont là pour lui. Donc évidemment, c'est très chouette, ça donne quelque chose de très confortable, de très agréable, mais et évidemment, les parents ne font pas ça dans une intention négative, ils cherchent vraiment à éviter des souffrances qu'ils ont peut-être vécues eux-mêmes, ils espèrent donner toutes les chances possibles à leurs enfants, à leurs ados. Ils espèrent vraiment créer un contexte rassurant, sécurisant pour leurs enfants. Mais le paradoxe, c'est que trop protégé, ça revient parfois, et je le constate souvent, à empêcher l'ado de développer des compétences dont il aura besoin pour affronter la vie. Donc un enfant, un ado qui refuse d'aller à l'école parce qu'il a eu des remarques d'un professeur ou d'autres élèves, je parle pas de harcèlement, attention, hein, et qui il trouve ça très désagréable et il veut éviter ça, et le parent inquiet, qu'il se sente mal, qui a peur, qu'il se braque, qu'il refuse d'aller à l'école, lui propose de rester à la maison exceptionnellement. Et du coup, lui évite une souffrance immédiate, à court terme, mais lui apprend en même temps que l'évitement, c'est une solution face à un inconfort. Et en essayant d'épargner à l'ado, une difficulté, on lui enlève aussi une opportunité d'apprendre à la gérer, d'apprendre à la surmonter. Je vois plein de situations de ce type-là, il y a des conflits, des difficultés avec les amis, les parents vont essayer d'intervenir pour tenter de régler le problème, il y a des difficultés scolaires, on va essayer d'alléger la charge, de négocier avec les instituts, les profs, les enseignants, etc. Il y a une angoisse par rapport à une situation nouvelle, donc on va rassurer, on va donner des garanties, mais tout ça ne va pas forcément permettre à l'ado d'expérimenter l'incertitude. Alors entendons-nous bien, toutes ces attitudes peuvent être tout à fait bien intentionnées et tout à fait fonctionnelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être attentif aux conséquences globales que ça peut potentiellement avoir. Et donc le constat que fait le livre, c'est que les enfants, les ados, et les ados encore plus, parce que l'adolescence, c'est vraiment une période où on a un fort besoin de développer son autonomie, ses compétences, de se prouver à soi-même qu'on est capable d'affronter la vie. On se retrouve avec des ados qui développent une faible tolérance à l'inconfort, à l'incertitude, qui sont persuadés qu'ils ne sont pas capables de gérer parce que la protection envoie ce message-là, qui deviennent de plus en plus dépendants des adultes pour gérer ces difficultés et qui ont ce sentiment d'incompétence qui est très anxiogène parce qu'ils n'ont pas l'occasion, ou très peu l'occasion, de constater qu'ils peuvent surmonter par eux-mêmes les difficultés. Et donc, les nouvelles conséquences de ces comportements parentaux, ça n'est plus le sentiment de rébellion, le sentiment d'insécurité, le sentiment de devoir porter un masque parce que ses émotions sont malvenues. Les nouvelles conséquences de cette nouvelle forme de relation parent-enfant, c'est en effet moins d'autonomie chez les enfants et les adolescents, une plus grande sensibilité au stress, aux critiques, aux conflits, aux émotions en général, une difficulté à gérer les émotions, à gérer les échecs, ce qui engendre l'émergence de problématiques d'anxiété importantes, très présentes chez les adolescents, et qu'on peut directement lier au fait, non pas que le monde est difficile, bien qu'il le soit, hein, je ne le nie pas, mais au fait que eux ne se pensent pas capables de surmonter les difficultés du monde. Et donc, effectivement, là où au début de ma pratique, je rencontrais des difficultés liées à l'autorité, à la négation des émotions, aujourd'hui, l'immense majorité des situations que j'accompagne, elles tournent autour de ce type de conséquences négatives de la protection et du climat de sécurité qu'on essaye de créer. Donc, on produit l'inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on augmente l'anxiété, l'hypersensibilité, le manque de confiance en soi.
Et récemment, je me trouve aussi régulièrement confrontée à de jeunes adultes qui viennent me voir parce qu'ils sont en grande difficulté dans leurs relations, notamment amoureuses, parce qu'ils ne savent pas comment gérer la déception, la douleur éventuelle d'une rupture, ils ne savent pas comment trouver des compromis parce que dans un monde où toutes les émotions doivent être respectées, comment est-ce qu'on fait quand le besoin de l'un rentre en collision avec le besoin de l'autre? Et ils ont été un peu protégés par le passé dans leurs relations difficiles et ils n'ont pas acquis ces compétences. Donc, je le redis, je ne suis pas en train de vous dire lâchez vos ados, vos enfants dans la nature et abandonnez-les. Mais si vous avez des enfants qui ont des problématiques du type anxiété, difficultés relationnelles, ça vaut le coup de se demander comment vous, en tant que parent, vous réagissez à ces problématiques et si ça va dans le sens de les aider à se sentir compétents, capables ou pas. Parce que parfois, en voulant bien faire, on peut aussi créer des difficultés auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est là que ça va être important de réajuster la posture parentale. C'est important de se rappeler que l'adolescence, c'est une période notamment d'expérimentation où il est essentiel que l'ado fasse ses propres expériences, vive des erreurs, des échecs, même des choses difficiles, et qu'il apprenne à les surmonter de lui-même. Et franchement, honnêtement, on peut même démarrer ces apprentissages dans l'enfance en ayant à cœur justement de développer l'autonomie de nos enfants et d'avoir une position peut-être moins protectrice et plus encourageante, plus valorisante finalement que la protection. Faire passer un message de sécurité, c'est hyper important, mais c'est tout aussi important de se demander comment on peut inciter un enfant à prendre des risques et à se débrouiller par lui-même, parce que c'est ce qui va contribuer à le sécuriser de manière durable, alors que sinon il est dépendant de notre présence. Vraiment, ce qui est mis en évidence dans ce livre, c'est ça, c'est un rééquilibrage pour mettre plus d'opportunités aux ados d'apprendre par eux-mêmes en contrôlant moins, en ayant une moindre recherche de sécurité. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir à l'inverse précédent, de recréer de la distance, de les abandonner, mais vraiment de trouver un équilibre qui sera plus pertinent et plus efficace. Donc c'est là où on en revient à l'approche indirecte, où justement on va pouvoir travailler sur l'attitude des parents et déjà agir sur un certain nombre de problématiques par ce biais-là. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet avis lecture rallongé. Ça me permet d'annoncer que je travaille actuellement sur une série d'épisodes à propos de l'adolescence et de ses paradoxes, qui est à venir très bientôt. Je ne sais pas exactement combien d'épisodes ni quand précisément, mais si vous continuez à suivre le podcast, vous les verrez apparaître. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, comme ça vous aurez l'info quand les épisodes seront publiés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.